Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être encore là. Merci d'être fidèles à cette émission. On fait de la télé 3.0 et belle soirée de dimanche sur la première. Et toujours à mes côtés, Luc, Gaël et Armel. Et ce public qui nous accompagne cette soirée, nous allons parler de la hausse des prix du carburant à la pompe chez nous au Togo. Et nous aurons également un kiff dans le courant de cette émission. Et on parlera également cybersécurité au Togo. Et justement, pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau le commandant Gbota Gwaliba. Il est le directeur général de l'ANSSI, Agence nationale de la cybersécurité. Bonsoir, commandant. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Installez-vous. Tout le plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci. Vous installez. Voilà. Et dans la dernière partie de l'émission, comme d'habitude, nous allons vous offrir du live avec Aïdo Gome Katapila. Et Tal sera avec nous dans cette émission. C'était là le sommaire. On commence maintenant. Super. J'espère que vous passez une agréable soirée de dimanche. En tout cas, c'est le cas sur ce plateau. Luc, bonsoir. Ça va? Ça va. Très bien. Très bien. On sent que tu as la voix un peu cassée. Ah oui, depuis... Le week-end a beaucoup donné. Non, le week-end n'a rien à voir avec. Allez. Gaël, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien. D'accord. De bonne humeur comme d'habitude. Ouais, ça se voit. Et Armel? Je vais super bien. Et toi? Toujours stressé comme d'habitude? Non, même pas. Okay. Bon. Jamais stressé. Ok. Très bien. Très bien. Avec nous sur ce plateau, le commandant Gbota Gwaliba, il est le directeur général de ANSSI, Agence nationale de la cybersécurité. Bonsoir, commandant. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien. C'est la grande forme? C'est la grande forme. Je me sens comme un charme. Oui, voilà, comme tout bon... comme tout bon officier. Allez, avec vous, on va parler cybersécurité. D'accord. Et donc, vous restez avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. C'est un honneur et un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci. Et de participer à cette émission. Très bien. Merci beaucoup. Allez, pour démarrer cette émission, on va parler aussi des prix du carburant à la pompe. Ce n'est plus un secret, eh bien, l'information, elle est officielle. Et puis, à la pompe, les prix ont changé. Et pour ceux qui ont déjà fait un tour dans une station d'essence, eh bien, clairement, ils savent de quoi on parle. On suit d'abord cet élément signé Samuel, et puis on revient sur le plateau pour en parler. Aujourd'hui, le citoyen togolais ne se retrouve pas du tout. À côté de la cherté de la vie, suite à la flambée des prix des produits de première nécessité, il y a désormais la hausse de prix des produits pétroliers à la pompe. Suivant la proposition du comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers, l'augmentation a été actée par le gouvernement, ce qui rend plus difficile la vie aux citoyens. Avec l'augmentation du prix du carburant, je dis que la situation devient de plus en plus compliquée et on a du mal à s'en sortir. Sinon c'est trop, on en a jusqu'aux cheveux. Les gens, même nos hommes maintenant, c'est les femmes qui soutiennent les hommes, sinon les hommes n'en s'en sortent pas. Tout est cher. Maintenant on a mis encore la hausse du carburant. On va dire que maintenant nous n'allons même plus vivre. Tu ne peux même pas aller ailleurs. Même rendre visite à un parent, c'est un problème. Même pour venir au service, tu n'as pas du carburant, tu es obligé de garer. Franchement, si le gouvernement pouvait tenir compte de la vie du Togolais pour changer un peu la situation. Parce que les Togolais souffrent. On augmente les prix sur les choses, mais le salaire est le même. Ils n'ont qu'à voir le cas et puis sauver le peuple. Concernant la vie que nous menons maintenant, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. En intervalle de 5 à 6 mois, si vous voyez sur les denrées alimentaires, ça ne va pas. Surtout même le maïs.
Le maïs va à 1000 francs. Avec tout ça là comme ça, nous on fait un tout. Et on vient, combien on gagne dedans, avec les motos qui circulent là. Et de surcroît, avant-hier, je vais pour payer le carburant, on me dit que le carburant est monté du coup jusqu'à moins de 600 francs. Mais avec 505, on ne sortait pas. Mais il faut voir maintenant avec 500 et 600 moins. Je vais dire que c'est 600 ça. Et toi-même, tu vois que finalement, on travaille pour venir donner assez de carburant. L'augmentation de le carburant, c'était très mauvais. C'est pas bon, c'est pas du tout bon. Eux-mêmes, ils savaient que c'est pas du tout bon. Et je leur donne 2 heures de temps. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour réduire le prix du carburant, comme avant. Sur ce coup, les citoyens togolais n'en peuvent plus et crient au secours en demandant l'aide du gouvernement. Que le gouvernement sauve le peuple en souffre jusqu'à l'os. Le gouvernement, dans tous les secteurs, ça ne va pas. Ils n'ont qu'à essayer de revoir les choses, sinon ça ne va pas, s'il faut dire la vérité. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut ouvrir sa bouche et vous dire la vérité. Mais au moins, ceux qui sont un peu courageux, c'est eux qui peuvent vous dire ce qui se passe en eux. Donc on demande au gouvernement d'utiliser tous les moyens pour pouvoir nous faire sortir dans cette pauvreté-là, dans cette misère. Parce qu'on ne peut pas. Pourquoi cette augmentation en ces périodes de crise? Les lamentations sont énormes. Je vous laisse découvrir la vie de Magloire et de ses chroniqueurs sur le plateau. Peut-être avant qu'on ne donne nos avis sur ce plateau, il y a une voix plus autorisée. Pourquoi cette augmentation? Eh bien, il y a le ministre en charge du commerce qui nous explique un peu les motivations. Voilà, on l'écoute et puis on revient. Ces augmentations sont dues essentiellement au nouvel environnement économique dans lequel nous évoluons et puis à la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie, les principaux pays d'importation de brut ou même de raffiné. Très bien. Luc, réaction? Je dirais que c'est une augmentation qui n'étonne pas, parce que quand on... devait s'y attendre? On devait s'y attendre. Okay. Parce que quand on analyse la situation au plan international et dans la sous-région, c'était prévisible. Le Togo fait partie de ces rares pays à ne pas augmenter très tôt le prix du carburant à la pompe. Et 90 francs, c'est beaucoup, mais au même moment, le ministre l'a dit hier au cours de la conférence de presse, la subvention coûte à l'État 60 milliards de francs CFA. C'est vrai. Aujourd'hui, vu la situation économique et sociale du pays, je crois que ça pèse un peu, ça pèse beaucoup, même pas un peu, ça pèse beaucoup sur le panier de la ménagère. Ouais. Maintenant, sur la question, la question qu'on va se poser, c'est que qu'est-ce que l'État fait derrière pour soulager le citoyen lambda? Déjà, nous avons les produits de première nécessité dont les prix ont flambé. Depuis, oui. Maintenant qu'il y a augmentation du prix du carburant, forcément, les prix vont encore s'envoler davantage parce que qui parle de carburant parle de transport des produits de première nécessité, parle de transport des personnes et tout. Donc, dans quelques jours, je le sais, les coûts ou les prix des transports vont forcément augmenter. Maintenant, on va savoir comment est-ce que ça va se faire, est-ce que ça sera réglementé. Même si c'est réglementé, ce qu'on retient, c'est que ça a augmenté. On attend certainement que l'État est en train de réfléchir derrière pour trouver des mesures pour soulager, soulager le citoyen lambda. Nous sommes dans une situation qui est très alarmante, Magloire. Comme Luc l'a dit, le prix de tout va augmenter parce que tout le monde se déplace et tous les... Tout avait augmenté. Voilà, le Togolais, nous étions déjà dans une situation qui était critique. Maintenant, avec le prix du carburant, je ne sais pas si on va s'en sortir, mais il faut absolument qu'aujourd'hui, le gouvernement pense à changer sa politique, qu'on arrête l'assistanat. Il faut aujourd'hui créer de la richesse. Il faut aujourd'hui permettre aux Togolais de pouvoir assumer ce coût de vie chère-là. On ne peut pas augmenter le prix de tout et garder le SMIC à 35 000 francs. Avec 35 000 francs, tu fais le plein de ta moto,
moto ou de ta voiture, enfin, le loyer, l'électricité, tout ce qui va avec. La santé, il faut y penser. La santé est hyper important. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Il faut que le Togolais puisse suivre, ne serait-ce qu'un minimum, déjà qu'on ne suivait pas avant l'augmentation du prix de l'essence. Mais avec la situation économique aujourd'hui qui est très hostile, la guerre, on le voyait venir un peu. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu anticiper un peu avant? Enfin, je ne sais pas. C'est dur pour tout le monde, c'est dur pour le gouvernement aussi. Mais il faut faire quelque chose. Il faut absolument changer de politique aujourd'hui. Très bien. Armel? Je dirais que l'augmentation n'est pas véritablement une grande surprise. Tout le monde s'y attendait. Mais la question est telle, qu'est-ce que va faire le gouvernement? Je pense qu'il est temps qu'on puisse trouver une solution rapide ou une alternative pour pouvoir permettre aux Togolais moyens de véritablement s'en sortir. Parce que le carburant, c'est le baromètre du niveau de vie actuellement. Dès que ça augmente de même 5 francs, tout flambe. Et 90 francs, ce n'est pas une petite augmentation. Parce que quand vous prenez un litre, vous ne le sentez pas trop. Vous ne sentez pas. Il faut 10 100 francs pour prendre 20 litres. Maintenant, on est à 12 000 moins. Donc, si vous êtes vous étiez à 10 000, vous jonglez par semaine pour votre consommation, vous êtes parti à 12 000, sans compter les autres charges. Maintenant, vu que chacun s'y préparait, je sais que le gouvernement a planché sur cette augmentation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour soulager un tant soit peu le Togolais moyen? De janvier à aujourd'hui, on a eu plein d'augmentations, que ce soit les denrées alimentaires, les taxes d'habitation par-ci, les autres taxes par-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je pense que le Togolais est en train d'étouffer véritablement. Vous avez des propositions? Pourquoi pas? Premièrement, diminuer ou bien supprimer pour une période les péages, par exemple. Ça va impacter d'autres secteurs. Mais au moins sur le transport des denrées alimentaires et des personnes, ça peut diminuer. Là, ça permettra de réguler peut-être le prix du transport, ainsi de suite. Je ne sais pas, d'un autre côté, peut-être laisser la taxe d'habitation pour l'année prochaine, par exemple. C'est des exemples. Allez, certainement, vous l'avez dit, certainement qu'il y aura des mesures d'accompagnement ou des mesures non, je ne sais pas. Le professeur Akoda Yewadan, le ministre en charge de la communication, s'exprime là-dessus. Justement, on l'écoute. Mécaniquement, après cette annonce, l'on va certainement observer ici et là une augmentation du prix de certaines denrées. Une mesure forte est déjà en cours d'opérationnalisation, c'est le plafonnement et la surveillance accrue des marchés. Une mesure forte, comme il le dit, le ministre. Oui, une mesure forte. Vous y croyez déjà? Je suis d'accord. Ça peut se faire. Maintenant, je crois que le gouvernement a les moyens de le faire. L'essentiel aujourd'hui, c'est que ça soit vraiment fait dans la pratique. Que ça soit vraiment fait dans la pratique. Sinon, le gouvernement a les moyens de le faire. Puisqu'on a déjà constaté ou on a déjà vu par le passé des descentes du ministère en charge du commerce pour aller réguler un peu ce qui se fait au niveau du grand marché. Oui. C'est pour ça que je dis il faut que ça soit accentué dans la pratique. Que ce que le gouvernement pense ou a déjà défini comme stratégie soit vraiment mis en pratique pour que le Togolais soit soulagé. Maintenant, je me demande, est-ce que cette mesure seule suffit pour soulager le Togolais aujourd'hui au regard de tout ce qu'on a énuméré? Je crois, c'est vrai, les produits vont connaître aussi une augmentation maintenant au niveau des prix, mais le salaire n'augmente pas. Le salaire n'augmente pas. Les produits prennent de plus en plus de valeur. Qu'est-ce qu'il faut faire derrière pour soulager le fonctionnaire, la dame la ménagère qui n'a pas vraiment peut-être un boulot. Quand le fonctionnaire il est bien payé, ça impacte sur voilà, il y a plus de liquidité. Aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas pour nous qui comprenons un tout petit peu l'économie, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de liquidité au regard de la crise économique et sociale qui sévit. Il n'y a pas assez de liquidité. Ce n'est pas une impression, voilà. Il n'y a pas assez de liquidité. Parce que quand nous considérons les pays qui nous entourent, au-delà de l'augmentation, il y a des mesures fortes. Au Ghana, nous avons le Ghana à côté où on connaît les mesures fortes qui ont été prises. Maintenant, c'est tellement, en tout cas, je me dis, au-delà
de ce contrôle qui est annoncé, je crois qu'il faut d'autres mesures pour soulager les gens. La semaine dernière, nous avons reçu la DG de la NADEB qui nous a parlé de ces familles pauvres ou de ces familles qui vivent dans la précarité. Par rapport à ces familles-là, qu'est-ce qui sera fait? Aujourd'hui, le déplacement peut-être d'un point A à un point B qui coûte 300, ça peut aller à 400. C'est bizarre. Mais le jour où il y aura diminution ou chute du prix, ce coût-là ne va plus chuter. C'est ce qui est bizarre avec les transports. Le jour où il y aura diminution à la pompe, le prix ne va plus chuter. Peut-être ils vont faire descendre ça de 25 francs ou de 50 francs, et puis ça s'arrête là. Mais je crois qu'il faut une autre mesure forte pour vraiment accompagner le Togolais. Mon commandant, eh bien, vous suivez un peu les débats autour de ce sujet. Vous pensez quoi de cette situation? Vous pouvez donner votre avis. En tant que citoyen, tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être de souhaiter que cette tension internationale sur le marché des hydrocarbures puisse se stabiliser et que le prix du baril revienne à des niveaux soutenables et que derrière, qu'on puisse espérer une baisse. C'est tout ce que je peux souhaiter. D'accord. Que ce souhait soit exaucé. Armel. Très rapidement, je pense que la décision du gouvernement d'essayer d'encadrer, c'est louable, mais ça va être vraiment compliqué. Parce que je vais prendre juste un petit exemple. La semaine passée, il y a un importateur qui achète des pommes de terre du Burkina. Et à la frontière, il s'est fait qu'il a été arrêté au contrôle, tout était correct. Maintenant, on a dû le faire payer 2000 par sac. Pourquoi? Si tout est correct. Bonne question. 2000 par sac. Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes sûr que le monsieur était vraiment en règle? Parce que... Je suis sûr. Ah, bon. 2000 par sac. En fait, c'est juste pour dire que même si le gouvernement essaie d'encadrer cela, un tel commerçant qui a payé sa marchandise, qui a fait ses calculs et qui a ce surplus de coûts qu'il doit payer, arriver à Lomé, forcément, il ne va pas vendre au prix. Voilà. Donc, c'est le coût du transport. Le coût du transport qui s'ajoute. Donc, c'est une bonne initiative, mais ça va être vraiment très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus en profondeur. Hein. Oui, je crois que c'est la rigueur qui est demandée à ces personnes qui auront la charge de vraiment aller au contrôle. Parce que s'il n'y a pas de rigueur, je crois que ça sera vain. S'il n'y a pas de rigueur, ça sera vain. La dame, la commerçante ou la revendeuse qui vend dans mon quartier, qui viendra la contrôler? La revendeuse qui est dans mon quartier, peut-être dans un coin perdu à Agoué, qui viendra la contrôler? Parce que moi, je ne vais pas sortir d'Agoué, peut-être pour venir acheter des tomates au grand marché, non. Or, cette dame est venue acheter au grand marché pour venir revendre. Qui va venir contrôler cette dame-là à Agoué? Je crois qu'il faut agir peut-être autrement, il faut agir sur les prix à un autre niveau donné pour qu'on puisse ressentir ça chez le plus petit revendeur du quartier. Okay. Juste une petite précision. D'accord. Je pense qu'il est temps qu'on démarre la machine économique de notre pays, qu'on ne puisse pas être dépendant de tout cela. OK. Oui. Parce que attention. Je crois que la machine a démarré depuis. Attendez. Quand on redémarre. Oui, quand on redémarre, elle était en panne. Ouais, si on veut. Bon. Je m'explique. Qu'on la soutienne davantage. Voilà. Parce qu'on la davantage serait mieux. Oui, on ne peut pas continuer à la soutenir éternellement. Il faut trouver des solutions radicales. Par exemple, la base de notre alimentation, c'est le maïs. Maintenant, le coût de maïs augmente. Ça, c'est dû à quoi? Maintenant, il faut plancher là-dessus, trouver une solution. S'il faut lancer une campagne agricole ou bien injecter des fonds dedans, il faut le faire. Côté, je ne sais pas, des cultures vivraires, ainsi de suite. Mais quand on est toujours dans le soutien, un jour, le soutien, quand les bras de la personne qui soutient vont tomber, ça va être vraiment un désastre. Donc, il faut qu'on se retrousse les manches. Les symptômes, allez. Je suis d'accord sur un point. Il faut arriver à une consommation locale plus forte. Exactement. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore ça, mais l'initiative est en cours. Ce n'est pour rien. Pour l'instant, on est juste à l'étape des annonces. Hein. Oui, ce n'est pour rien que l'entrepreneuriat est beaucoup soutenu dans le pays. Ce n'est pour rien que l'entrepreneuriat est beaucoup soutenu. Et c'est pour cela que je dis, il y a quelque chose qui est fait, mais on a encore du chemin à faire. Déjà, le Togolais même. Est-ce que nous sommes imbibés par
cet esprit de consommer local. On nous dit non, 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 ça vient de France, ça vient des États-Unis. On court là-dessus. Mais dès qu'on nous dit, c'est Fokofi qui a fait ça, qui nous dit que c'est sûr. Et bon, tout allez, très bien. C'est un autre débat. Gaëlle, peut-être pour terminer. J'allais en venir là. Je pense que c'est l'occasion aussi de consommer du made in Togo. Tout ce qui sera fabriqué, produit au Togo, localement, oui, localement, va nous coûter moins cher que tout ce qui va être importé. Pas souvent, pas très souvent. Jamais. Oui, mais plus il y a de la demande, plus le coût baisse. C'est parce qu'on n'achète pas assez que le coût est très élevé. Quelqu'un qui produit peut-être 50 boîtes de tomates, comment est-ce que vous voulez qu'il réduise le prix à 75 francs? Mais s'il y a une demande de 1000 boîtes de tomates, forcément le coût va diminuer parce que quand on produit beaucoup, le coût diminue derrière. Allez, exactement, c'est l'une des solutions. Donc, enfin, en tout cas, on espère vraiment que quelque chose va être fait parce que là, aujourd'hui, on ne s'en sort pas. D'accord. Donc, on attend de voir les mesures que le gouvernement prendra dans les jours à venir pour soulager un tant soit peu les citoyens que nous sommes. Voilà, merci beaucoup. Juste une transition et on parle kiff. Voilà, retour sur le plateau et pour la suite, on va parler kiff et c'est le sélectionneur national du Togo, Paulo Duarte, qui a retenu l'attention de Gaëlle. Exactement. Pourquoi parce qu'il a... C'est un beau mec. Pas que. Il a... pas que. Bon, ok. Il a hérité d'une équipe togolaise qui n'existait que de nom. Oui. Et aujourd'hui, on peut être fier de la progression de l'équipe nationale en termes de qualité de jeu et des résultats qui suivent aussi parce qu'en 6 matchs officiels successifs, il a eu 0 défaite. Ouais. Donc, c'est à féliciter vivement. Ouais. Vivement qu'il dispose de plus de temps et de moyens pour nous prouver encore l'étendue de tout ce qu'il sait faire et de tout ce qu'il peut apporter à cette équipe. Très bien. Luc, c'est vraiment un kiff. Parce qu'il a hérité vraiment d'une équipe, voilà. Comment? Au fond du gouffre. Ah oui, mais aujourd'hui, on peut quand même dire que quelque chose s'est fait à ce niveau. Et même quand on observe un peu le stage qu'il a effectué avec l'ensemble des deux équipes, A et B, voilà. A et A prime. Hein. Bon, c'est mieux. Bon, on appelle ça B parce que les B ont encore une maille de progression à faire avant d'arriver à l'équipe A. Les résultats sont quand même convaincants. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il fait un travail formidable. Pour nous, amoureux du foot, quand on suit aujourd'hui l'équipe nationale, on sent qu'il y a un fond de jeu. Oui. On sent qu'il y a un technicien sur le banc. On sent qu'il y a une équipe qui bosse derrière pour permettre à ces jeunes-là de se retrouver facilement sur le terrain. Parce que, n'oublions pas, on a toujours eu des joueurs talentueux. Même s'ils ne sont pas extraordinaires, ils ont du talent. Le problème qui se posait par le passé, c'est comment les faire jouer ensemble. Le casting. Pas forcément le casting, parce que quand vous regardez l'effectif, c'est pratiquement les mêmes. Au cours de ce stage, c'est vrai qu'il y a eu de nouveaux noms, on a découvert de nouveaux visages, oui, mais quand vous voyez l'équipe d'avant, il y a du talent, parce que dans leurs championnats respectifs, ils arrivaient à briller. Mais en sélection, la mayonnaise ne prenait pas. On n'avait pas une équipe. Chacun jouait de son côté, l'équipe, ça ne prenait pas. Mais aujourd'hui, on sent, déjà, quand l'équipe est sur le terrain, on sent une disposition tactique. On sent que le coach maîtrise ce qu'il fait. Il a une idée claire de ce qu'il veut faire. Et il est en mesure de changer de tactique sur le terrain quand ça ne marche pas pendant 45 minutes. C'est l'une des rares fois où on voit l'équipe nationale, depuis Kishi, paix à son âme, où on voit l'équipe nationale changer d'orientation en cours de jeu. Il joue à la 50e minute, ça ne va pas. Il est en mesure de faire descendre Plaka. Il est en mesure de mettre Plaka en pointe quand ça ne va pas pour que le jeu puisse changer, l'orientation du jeu puisse changer. Et on retrouve là-bas qu'on avait perdu entre-temps. Oui, bon. On retrouve là-bas qu'on a... 2 matchs de but. Oui, mais bon. C'est quelque chose. C'est quelque chose parce que, entre-temps, au niveau des ailes, ça bouge beaucoup. Il y a plus de remontées de balles et ça permet aux attaquants d'avoir plus de ballons.
je ne sais pas si les gens ont eu l'occasion de voir ce qu'ils ont produit sur les 2 ou 3 matchs qu'ils ont joués au niveau de la Turquie. On a senti un fond de jeu et moi, je suis très, très fier du travail qui est abattu et de l'accompagnement de la fédération également. Parce que si ce stage a eu lieu, c'est parce qu'entre-temps, la fédération a mis les moyens. Il y a aussi le ministère qui accompagne. Elle a parlé de plus de temps. Je crois que le travail qui est fait aujourd'hui est reconnu par tous les Togolais. On commence par retrouver les fans qu'on avait perdus avant. Il fut un moment où, quand on dit ce sont les éperviers qui jouent, on oublie. Même Maman Toga voyage. Ah, voilà. Donc, la sérénité est revenue. Paul Douaté aura plus de temps. Bon. Et je crois que la dernière fois, en tout cas lors de son passage ici, la ministre des Sports, voilà, médecin Lydie Bessi Kamal avait souligné, elle a parlé d'un homme qui écoute et qui est là vraiment pour travailler. Exactement. Il a redonné confiance à cette équipe on sent vraiment cette joie de se retrouver, de jouer ensemble. Donc, à défaut de juste me répéter, Lucas a totalement tout dit. Mais hormis cela, il fait un travail de fond vraiment impeccable. Parce que plusieurs fois même, j'ai eu à le croiser au niveau des stades périphériques pour suivre le championnat et détecter les locaux. Donc, il fait un travail formidable. Et vivement, qu'on programme un nouveau match au stade de Kégué, on ira tous pour soutenir les éperviers. C'est bientôt, en juin. Bientôt. Les compétitions vont reprendre au niveau international et on aura forcément des matchs au stade de Kégué. Oui, vous aimez le foot. Bon, là, vous pouvez parler. Hein, ce sélectionneur, comment vous le trouvez? Non, et le travail surtout qu'il fait. Oui, je pense que ce que M. Lucassi a dit est assez pertinent. C'est vrai que cette équipe d'Espervier que nous avons connue dans les années 2006, qui nous a émerveillés lors de cette participation à la Coupe du Monde, et après cette descente aux enfers, on était tous peinés. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de revoir que cette équipe reprend de l'élan. Et donc, il y a tout ce travail technique qui a été fait. Pas seulement... En fait, c'est un travail d'équipe. Hein, vous savez, il y a le sélectionneur, il est entouré de toute l'équipe. La direction technique nationale aussi, qui apporte son expertise. Et ils ont vraiment, je pense qu'ils ont compris qu'il faut mettre du sérieux et du professionnalisme pour remonter l'équipe. Et ce sont les résultats que nous commençons à avoir. Bon vent à eux et puis qu'ils nous ramènent encore de très bons résultats. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi, Gaël, pour le kiff de ce dimanche. Paolo Duarte, sélectionneur national du Togo, sélectionneur des éperviers du Togo. Ouais, une transition et on revient. Voilà, on est de retour et merci beaucoup à Armel. On se dit à dimanche prochain. Voilà, bon retour à la maison surtout. Bien, faut rentrer directement. Hein. Et juste derrière Armel, nous allons recevoir Madame Soumaré Salamatou. Elle est chargée de la scolarité au niveau de HTIB Atlantis, à Déticopé. En tout cas, ce sont là les élèves de cette école qui nous accompagnent cette soirée. Voilà. Le temps, ça peut aller? Oui, forcé, ça doit aller. C'est bon? Oui. Bien assise? Oui. D'accord. Allez. Merci beaucoup à vous, madame. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien. D'accord. À HTIB Atlantis, c'est quoi? Tout d'abord, je vais définir HTIB. Oui, allez-y. HTIB signifie Haute Technologie d'Informatique et Bureautique. OK. Elle est créée en 2010 et se situe à Déticopé, à 300 mètres de la nationale numéro 1. D'accord. Du côté est ou ouest? Est-ouest, hein? Oui. Les deux côtés. Ah bon? Ouais. Ah, d'accord. Comment ça se fait? En fait, il y a le supérieur à part et le lycée à part. Ah, d'accord. Voilà qui est bien clair. Voilà, merci. OK. Et donc, vous formez donc en informatique, c'est ça? Oui. OK. HTB est un complexe
qui va de la maternelle au supérieur. Wow. Donc, quand on démarre chez vous, c'est... Oui. C'est jusqu'au master. Ah, jusqu'au master. Oui. Ah oui. Oui, wow. Ok, d'accord. En fait, HTB dispose du préscolaire, du primaire, du collège d'enseignement général, technique, d'un lycée d'enseignement général, technique et professionnel. Ils forment au CAP, en BT, lycée, technique et formation modulaire. Ok, d'accord. En fait, dans l'enseignement technique et supérieur plutôt, on a le BTS, licence et master. Ok. Ça fait quand même beaucoup. Luc? C'est vrai, vous avez parlé de CAP de BT. Ça concerne quel domaine exactement? Vous pouvez nous lire les filières pour que ça soit bien défini. D'accord. Dans la science, économie et gestion, on forme en marketing et gestion commerciale, transport et logistique, assistant de gestion PMI, PME, gestion des ressources humaines, comptabilité et gestion des entreprises, finance, banque, assurance, commerce international, comptabilité, contrôle et audit. Très bien. Voilà, qui est bien présenté. Bon, oui. C'est un institut qui ne laisse pas de chance aux autres. Non. Il veut tout rafler. Il a tout pris. Bon, allez. On va laisser des contacts pour ceux qui... Vous acceptez tout le monde? Oui. Bon, il faut avoir juste ce qu'il faut pour s'inscrire. Oui. D'accord, allez, on a compris. Et c'est quoi vos contacts? Oui, notre établissement est joignable au 93 45 56 25 ou au 91 95 30 61. Très bien. Et ce qu'on va faire pendant les vacances, vous allez revenir pour rappeler tout ça aux parents et surtout à tous les élèves qui souhaitent se faire inscrire chez vous. Avec plaisir. Ben voilà, pas de souci, c'est la maison qui offre, donc vous revenez quand vous voulez. D'accord. Allez, merci beaucoup. Ou peut-être vous avez, je ne sais pas, un dernier message, quelque chose à ajouter? Oui. Ah oui, bon, voilà. En fait, et beaucoup de parents nous connaissent, surtout au niveau de l'enseignement technique. Mais en fait, au niveau du supérieur, c'est comme les parents ne savent pas encore qu'on existe. Okay. Donc, c'est pour dire aux parents de nous faire encore confiance, comme ils le font déjà avec de la maternelle et avec le lycée. Ah, très bien. Et à vous, Madame Soumaré Salamatou, je rappelle, vous êtes la chargée de la scolarité au niveau de HTIB Atlantis d'Adeti Kopé. Merci d'être passé sur ce plateau et à très bientôt. Voilà. C'est elle seule qui part. Vous restez avec nous, mesdames, messieurs. Vous restez donc avec nous. Je rappelle que dans un court instant, on va parler cybersécurité avec notre invité, le commandant Bota Gwaliba. Il est le directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité. Et vous rappelez également que dans la dernière partie, vous aurez le show live avec Ethan. À tout de suite. Empreinte by Zara Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Tout pour l'habillement, des chemises aux costumes, passant par les chaussures et tous les accessoires de mode, le tout de marque Zara, toutes tendances confondues, hommes, femmes et enfants. By Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes vestes complets et en demi-saison de marque Del Papo, des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles, accompagnées de leurs accessoires pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Max Azria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence.
À l'ère du numérique et du partage instantané de l'information, le marketing digital est aujourd'hui un moyen de communication essentiel pour les entreprises. Pour réussir, les plus belles marques font appel aux meilleurs experts de l'influence. Cela permet d'accroître leur notoriété, de développer leur communauté ou leur vente de manière massive. Faites du marketing digital un levier clé de développement pour votre entreprise. Contactez FG Influence plus 228 70 48 52 39. Voilà, retour sur le plateau et juste derrière Madame Soumaré. Nous allons maintenant accueillir sur le plateau Ali Dogom et Katapila. Ethan est avec nous. Bonsoir Ethan. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va, par la grâce de Dieu, on remercie Dieu. Ouais, ça se voit. Ouais, bless it. Bless. Ethan. Oui, dis-nous, comment ça a été cette tournée? C'était... En fait, c'était pas une tournée. Ok. La tournée a déjà été faite. Ok. Je suis rentré et cette fois-ci, je suis parti pour une formation dans mon domaine musical, bien sûr. Ah. Et maintenant, j'ai fini et je suis encore rentré. Ok. La formation, elle s'est déroulée où? En Allemagne, Munich. D'accord. Ouais. Ok. Elle a consisté en quoi, justement? Aux instruments et parce qu'un artiste complet, il faut aussi connaître les instruments et leur usage surtout. Ouais. Donc les instruments et à part ça, comment gérer mes comptes YouTube moi-même, faire entrer genre le streaming, le income en fait. Donc c'était un peu ça. Ok, ça a été? Ça a été. Très bien. Luc? Oui, en quoi cette formation va changer ta manière de chanter désormais, ta manière de communiquer et ta manière de vendre tes morceaux? Bon, on finit jamais d'apprendre. Oui. Et bon, tous mes fans ont l'habitude de me dire je suis bon. Et moi, je veux donner plus que ça. Très bien. Parce que, bon, voilà, ma vision est vraiment high. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux encore ajouter à ma carrière pour que ça soit encore plus solide. Et je me suis dit, je vais faire une formation côté instrument, apprendre à jouer la guitare et le piano. Et à part ça, côté streaming, c'est par rapport à mes entrées. Normalement, c'est géré par autres personnes. Eux aussi prendre leur part. Et moi, maintenant, si je le fais moi-même, tout va revenir à moi. Toi, tu veux plus... il faut créer de l'emploi autour de toi. Bon, il y a d'autres choses. Il y en a déjà beaucoup. Il y a des danseurs que je gère déjà. J'ai les studios que je gère aussi déjà. Donc maintenant... Bon, allez, la dernière actualité, c'est bien cette collaboration avec Toufan? Oui. Je veux dire, c'est Akana. Akana, oui. Et dans le morceau, on est en train de... Bon, je suis en train de dire à une demoiselle, si elle accepte ma proposition, elle aura tout, pas Akana, au complet. Donc, c'était un peu ça. Qui a sollicité la collaboration? C'est moi. Ouais, parce que... C'est mon son et j'ai invité les Toufan parce que je veux donner à mes fans un truc pas Akana, donc voilà. chez les grands frères. Donc, ils ont accepté et on a essayé de rentrer en studio, voir ce qu'on peut faire pour que ça donne, voilà ce que ça a donné. Ça a donné à Cana, voilà. Et une belle expérience, on va dire. Ouais. Très belle expérience. Et c'est une joie de travailler toujours avec les devanciers. Oui. Donc, voilà. Je ne sais pas, à Cana, on peut, Nîmes, s'il te plaît, si on peut regarder l'extrait de cette vidéo. Vous l'avez déjà vu, hein, cette collaboration. C'est un régal. Ethan, moi je pense qu'il fait partie des Togolais il explose déjà, il est déjà connu, mais je pense qu'il fait partie de ceux qui vont réussir encore plus parce que la formation qu'il est parti faire, on se moquait gentiment de lui, mais je pense qu'avec cette formation, il pourra même aider d'autres jeunes dans le milieu à gérer leur streaming, leurs entrées. Donc, c'est de la valeur qu'il apporte au Togo et on a besoin de plus de... Merci beaucoup. Super, merci. Très bien. On va regarder à Cana, Ethan Toufan, et on revient.
This is Ash on Moi je dis gars pour tes formes lolo, ton sourire et ton charme lolo. Moi je dis gars pour ta sape lolo, baby choco design. Quand je te vois, je me jacana. Ta démarche fait le jugada. Je veux ton love, no be akana. Mani akana. Pretty girl, tu vas tuer. Quand tu danses, quand tu wine. Pretty girl, tu vas tuer. Cuisamo, lolo, zemo. Quand je te vois, je me jacana. Ta démarche fait le jugada. Je veux ton love, no be akana. Mani akana. Pretty choqueto. Me be designer. Heavy, my love. Oh. Heavy banana. Waiting be that thing you get for your back, oh. If I get, I go chop, oh. And if I start, I no go stop, oh. Now I touch you, body, oh. Nemo, ma want to kada. Guamo, sevena, okana. I want your love, no be akana. Baby, akana. Kebe chite ye, mpago, guam, chite pereka. Nevo, kaba, miya, home, nema, koreka. Nyame, nyama, sueno, zereka. Vodora, no, roll it. Roll it, yo, roll it. My baby, roll it. Shake it, yo, shake it, yeah. My baby, shake it. Ah, pretty choqueto. Me be designer. Voilà, à l'instant, la vidéo, cette collaboration entre Ethan et Toufan, une très belle collaboration d'ailleurs, une très belle vidéo. Merci beaucoup. Félicitations à l'artiste. Et tout à l'heure, on a parlé donc de sa formation. Voilà, streaming. Oui. Et puis, ça nous permet de faire la transition en même temps. Hein, Ethan, bon, peut-être avant de parler cybersécurité, après, à Cana, qu'est-ce qui va suivre? Est-ce qu'il y a un projet qui... Un projet d'album. Un projet d'album? Ouais. Ah, super. C'est bien. Ça s'applaudit. Pour très bientôt? Très bientôt. Pour très bientôt. Très bientôt. Très bien. Voilà. Ethan, tu restes avec nous, puisque le live que tu vas nous offrir, c'est pour tout à l'heure. On va parler cybersécurité. Si toi-même, tu dois gérer tes comptes. C'est important. Oui, c'est important. Voilà, quoi faire pour ne pas être piraté. Et si jamais ça arrive, quelle est la démarche à suivre. Voilà. Donc, on va en parler tout à l'heure avec le directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité, le commandant Bota Gwaliba. Juste après ça. Retour sur le plateau, toujours avec la même équipe. Luc, Gaël, nos deux invités, Ethan qui est là, et puis le commandant Bota Gwaliba. Et vous pouvez nous suivre en clair sur la télévision togolaise et puis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook et Instagram. Voilà, donc allez regarder. Commandant, rebonsoir. Rebonsoir, monsieur Magloire Nyanya. Maintenant, vous êtes dans votre élément. On Voilà. va y aller à fond. C'est pourquoi je suis là. Oui, voilà. On va parler cybersécurité, mais vous êtes le patron de ANSSI. ANSSI, qui est l'Agence nationale de la cybersécurité. Et pourquoi avoir créé cette structure? Pourquoi l'État a mis en place cette structure? Merci pour cette invitation. Je sens qu'on fait de la télé, s'intéresse beaucoup à ce domaine de la cybersécurité. Je sais que la dernière émission, vous avez abordé le volet des cyberarnaqueurs. Tout à fait. J'ai beaucoup apprécié les commentaires, de Luc, de Gaël et de tous ceux qui étaient là. Oui. Et aujourd'hui, me voici encore. Super. Et on parle de la cybersécurité. Merci beaucoup. Effectivement, donc vous faites bien de le faire parce que lors du dernier sommet de la cybersécurité, le chef de l'État, dans son discours d'ouverture, avait dit que c'est aujourd'hui un enjeu d'actualité, mais malheureusement qui est méconnu. Et donc c'est un message qui nous est clairement adressé, de mettre les bouchées doubles pour parler et sensibiliser le public à ces questions aujourd'hui qui impactent tout le monde.
pour répondre à votre question, vous me permettrez de faire d'abord une petite genèse. Allez-y. Dans les années 99, 2000, je me rappelle, j'étais étudiant. Pour avoir accès à Internet, on se bousculait dans les cybercafés. Oui, clairement. Vous arrivez dans le cybercafé, tous les ordinateurs sont occupés, vous devez patienter pendant quelques minutes. Et quand enfin vous avez un ordinateur et que vous lancez une page, vous devez vous armer de patience parce que ça ramait. Voilà, parce qu'à l'époque, les technologies offraient des débits assez faibles. Et après est apparue la 3G, qui permettait donc d'avoir accès à Internet maintenant à partir des téléphones mobiles. Et plus tard, est apparu donc le téléphone intelligent qu'on appelle le smartphone, qui maintenant offrait encore beaucoup plus de possibilités avec les applications. Encore plus tard, l'apparition des réseaux sociaux. Donc vous voyez la genèse, toute cette genèse. Et donc, dans les années 2000, la cybercriminalité, c'était de l'activité ludique de la part des petits jeunes, des génies de l'informatique qui aimaient se lancer des défis. Voilà, moi, je peux hacker la TVT, moi, je peux contourner telle protection pour entrer dans le système d'information d'une banque, etc. Comme je voulais faire l'historique, au fur et à mesure que ces technologies sont rentrées dans nos habitudes, dans nos modes de fonctionnement, dans nos modes de travail, dans notre consommation, les données que nous commençons à manipuler ont pris de la valeur. Et donc, la cybercriminalité s'est structurée, s'est sophistiquée et s'est professionnalisée. Donc, pour répondre à cette menace qui est très sophistiquée, les États n'ont pas eu d'autre choix que de mettre en place des cadres légaux et réglementaires. Et ce sont ces cadres légaux et réglementaires qui ont institué la création de ces structures opérationnelles que sont les ANSSI. Voilà. Au Togo, c'est l'Agence nationale de la cybersécurité. Au Bénin, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Au Ghana, c'est la National Cyber Security Authority. Chaque État voilà. doté, Aujourd'hui, tous les pays du monde sont en train de mettre ou vont mettre dans les années qui vont suivre des structures opérationnelles pour s'occuper de ce domaine, parce que ce domaine, aujourd'hui, est devenu un enjeu crucial pour le bon fonctionnement et même la survie de nos pays. Voilà un peu, c'est pour répondre à un besoin de lutte contre la cybercriminalité qui s'est sophistiqué et surtout protéger vraiment les infrastructures essentielles qui permettent à nos pays, à nos administrations et à nos entreprises de fonctionner, qu'est venue donc la création de ces agences. Et quelles sont les missions à vous assigner justement? Alors, vous me permettez d'abord, pour faire juste une transition par rapport au streaming dont vous parlez, vous voyez, le domaine musical est l'incarnation réelle de cette transformation digitale. Il y a de cela quelques années, pour écouter de la musique, on achetait les CD. Moi, j'ai connu les cassettes. À l'époque, c'est peut-être vous, peut-être les jeunes qui sont derrière, non? Nous, on a connu les cassettes, vous voyez, on tournait sur les... Après, il y a eu les CD. Donc, pour accéder à la musique, il y a eu quelques années, il fallait du support. Mais aujourd'hui, c'est en ligne qu'on écoute la musique. Donc, vous voyez, ça, c'est juste pour faire la transition. Et énormément d'autres secteurs ont connu aussi cette transformation digitale. La logistique, la banque, les transports, aujourd'hui sont entièrement digitalisés. Et donc, petit à petit, nous sommes en train d'entrer en plein pied dans ce monde virtuel, dans ce monde digitalisé, où nous manipulons énormément de données. Ces données ont pris de la valeur et les systèmes d'information qui génèrent ces données sont devenus des enjeux cruciaux. Là où vous êtes, si je vous arrache votre stylo, à la limite, ça ne va pas vous dire grand-chose. Mais si je vous arrache votre portable, je suis sûr qu'on va se battre ici comme deux lions. Voilà. Parce que ça a de la valeur. Tout à fait. Donc, vous voyez, et les cybercriminels ont compris que, comme quelque chose a de la valeur, ils peuvent faire de l'argent. Et s'ils sont structurés, aujourd'hui, c'est de véritables entreprises qui opèrent dans ce domaine. Ils ont même des universités où ils se forment, ils délivrent des formations. Et donc, pour répondre à cela, les États doivent se doter des structures opérationnelles pour y faire face. Alors, pour revenir à votre question sur les missions de l'ANSSI, d'abord, juste un petit historique. L'ANSSI a été créée par un décret présidentiel le 13 février 2019. Voilà. Donc, elle a toute une panoplie de missions, mais je vais citer les 4 plus importantes. D'accord. La première mission, c'est la protection des infrastructures essentielles et les systèmes d'information des autorités publiques. C'est quoi les autorités publiques? Ce sont les ministères,
les ambassades, les directions générales de certaines administrations. Et les infrastructures essentielles, ce sont des infrastructures qui sont dans des domaines de l'énergie, des télécoms, genre qui délivrent des services qui sont fortement tributaires de l'informatique et qui impactent le bon fonctionnement de la société, le bon fonctionnement du pays et le bien-être de la population. C'est-à-dire, si jamais une telle infrastructure fait l'objet d'une attaque informatique, tout de suite, ça va se ressentir dans le fonctionnement du pays. Donc, l'État, dont le rôle régalien est d'assurer la sécurité de la population, a pour mission donc de protéger ces infrastructures. Donc, par toute une série de mécanismes, de lois, de règlements, l'ANSSI a l'obligation de protéger ces infrastructures pour qu'on ne puisse pas connaître un drame lié à une attaque informatique. La deuxième mission de l'ANSSI, c'est de proposer aux autorités compétentes des mesures préventives et des actions de réponse et de riposte aux attaques informatiques. On a l'habitude de dire aujourd'hui que la question n'est pas de savoir si un jour il y aura une attaque, mais quand est-ce que ça va arriver? Et quand une attaque arrive, comment est-ce que vous procédez pour vous relever? Donc ça, c'est la deuxième mission. Nous faisons de la prévention en mettant en œuvre un certain nombre de bonnes mesures que nous publions, des actions de formation et de sensibilisation, et aussi de la réponse, et là, à travers des outils technologiques qu'on appelle donc le CERT, Computer Emergency Response Team, et le SOC, donc le CERT. Lui, c'est une équipe d'alerte et de réponse à un incident. Si tout à l'heure, la TVT fait l'objet d'une attaque informatique, vous appelez le CERT, une équipe va venir ici, ou bien à distance, prendre en main votre système d'information pour vous aider à récupérer vos données et vous aider à reprendre le cours normal de vos activités. Donc ça s'appelle répondre à un incident informatique. Parce que tous les Togolais n'ont pas connaissance de l'existence de voilà. ce Et donc c'est vraiment l'occasion voilà. de vous remercier de nous inviter, de parler. Il y a donc le site du CERT qu'on appelle le CERT.tg, CERT.tg, sur lequel vous allez et vous allez voir et publier un certain nombre d'informations dans le domaine de la cybersécurité. La troisième mission, l'ANSSI, c'est un régulateur. D'accord. Donc, nous avons pour mission de qualifier les prestataires de services en cybersécurité ainsi que les produits ou les solutions qui entrent dans la sécurité des systèmes d'information. Parce qu'aujourd'hui, c'est un marché. Et on a beaucoup d'entreprises, il y en a des banques, les compagnies d'assurance, les compagnies d'électricité, etc. Une entreprise norvégienne peut venir s'installer ici et dire « moi, je veux délivrer des services de cybersécurité à ces entreprises ». L'ANSSI doit s'assurer que cette entreprise a les bonnes ressources, qu'elle est sérieuse, pour qu'ils ne viennent pas peut-être par des moyens techniques à faire que nos données aillent sur des systèmes que nous ne maîtrisons pas. Donc c'est important de s'assurer par une batterie de mesures et de tests que cette entreprise a les compétences et respecte les normes en la matière. Donc ça s'appelle qualifier un prestataire. Et donc la quatrième mission qui est très importante à mon avis, c'est la sensibilisation, la formation et l'éducation du grand public aux enjeux de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc voici un peu les 4 missions principales de l'Agence nationale de la cybersécurité. Super. Luc? J'ai écouté avec attention tout ce qui a été énuméré comme mission de l'ANSSI, mais je me dis, 2019 à 2022, l'ANSSI a fait du chemin, mais on a l'impression de ne pas connaître cette agence-là. Où est-ce que ça a cloché? Pourquoi est-ce que la communication ne passe pas? Puisque c'est une agence qui est censée garantir la sécurité des données informatiques et tout. Pourquoi est-ce que vous ne communiquez pas derrière pour permettre à une grande partie de la population togolaise d'avoir connaissance de votre existence et profiter en même temps pour nous faire le bilan de ces années d'existence, tout ce que vous avez eu à faire de concret en termes de sécurité? C'est ça. Merci beaucoup, M. Assi, pour cette question. Effectivement, l'ANSSI a été créé en 2019, mais son opérationnalisation effective a commencé en 2021 pour tout un tas de raisons que vous pouvez connaître. Vous savez, la pandémie Covid est passée par là. Parce que, quoi qu'on dise, la cybersécurité, ça coûte extrêmement cher. D'abord, pour mettre en place toutes les structures, ça demande énormément de moyens, etc. Mais de l'autre côté, c'est une agence nationale. Lorsque vous êtes une agence nationale, que vous démarrez, il faut d'abord faire toute la partie administrative, vous voyez, les demandes de budget, recruter le personnel. C'est un personnel assez spécialisé, hautement spécialisé. Il faut lancer donc des appels à manifestation pour recruter le personnel. Et surtout, vous doter d'abord des instruments de travail. Il faut vous doter des stratégies, des politiques,
des documents techniques, nous avons énormément de référentiels techniques dans le domaine. Les référentiels pour les prestataires d'audit, les prestataires de détection, les prestataires de réponse, les manuels de procédure techniques, administratives, comptables. Donc, tous ces instruments, pour les réaliser, il vous faut des cabinets, de l'expertise pour pouvoir d'abord installer l'institution avant de démarrer réellement les activités. Donc, disons que ça prend du temps. Ça prend du temps parce que nous sommes dans un domaine hautement technologique et vous devez vous référencer aux dernières tendances à la matière au niveau international. Vous ne restez pas dans votre coin et puis vous rédigez des documents qui ne tiennent pas la route. Vous voyez? Donc, il faut d'abord chercher de l'expertise derrière et passer par toutes les procédures de passation de marché pour recruter un consultant, etc. Ça prend énormément de temps. Je suis conscient qu'effectivement, nous n'avons pas démarré. Mais nous avons eu cette chance et je tiens vraiment à témoigner toute notre gratitude au chef de l'État pour avoir accepté l'organisation de ce sommet. Le sommet a eu lieu sur la cybersécurité. Oui. Donc ce sommet devait se dérouler en octobre. Et on s'est dit au niveau de l'agence et au niveau du ministère de l'économie numérique que nous allons profiter du sommet comme une rampe de lancement pour faire connaître l'ANSSI. Parce que là, vous avez l'ensemble des médias nationaux et internationaux qui sont là. Et à partir de là, vous pouvez lancer une bonne stratégie de communication. Bon, malheureusement, le sommet a été reporté et nous venons de le tenir. Et vous avez vu que toute une série d'émissions sur la TVT, à la radio Lomé, plus sur d'autres médias, on a beaucoup communiqué et ce que nous continuons de faire. Et dans les semaines qui vont arriver, nous allons intensifier aussi la communication. Très bien. Gaëlle ? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne travaillez qu'avec les grandes institutions ? Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, ce n'est pas que l'affaire des grandes institutions, des grandes banques et tout. Je vais prendre mon exemple. Moi, je suis dans le domaine du digital, par exemple. Est-ce qu'une petite entreprise qui est dans le digital ou même beaucoup de personnes qui travaillent sur le digital, qui font du e-commerce et tout, peuvent prétendre bénéficier de votre expertise aujourd'hui ? Tout à fait. Nous sommes là pour ça. Et comment ? En fait, comme je vous l'ai dit, si vous allez tout à l'heure sur le site du CERT.tg, dans la barre des menus, vous allez voir un onglet qu'on appelle « Astuces en cybersécurité ». Quand vous déroulez, vous avez les astuces concernant les individus, comment faire, comment éviter de tomber dans des actes de cybercriminalité. Il y a des astuces qui s'adressent aux ménages, aux PME, aux grandes entreprises, au secteur public, etc. Vous voyez ? Et de l'autre côté aussi, nous faisons beaucoup de formations à ceux qui nous sollicitent, ou bien nous vendons des services. Là, c'est Cyberdéfense Africa, qui est le bras opérationnel de l'ANSSI, qui vend des formations, qui vend des certifications, qui vend des actions de sensibilisation aux PME. Et je voudrais préciser que, en fait, le CERT, c'est un service public. On les appelle les sapeurs-pompiers du web. Voilà. Ça veut dire que quand vous avez un incendie dans votre maison, vous appelez les sapeurs-pompiers, ils viennent et ils ne vous facturent pas ce service. Donc, le CERT.tg est à la disposition des Togolais. C'est le rôle régalien de l'État d'assurer... Comment il faut les saisir? C'est par téléphone? Par téléphone, par mail, par téléphone. Quand vous allez sur le site, par téléphone, par mail, vous pouvez les saisir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, donc parce que c'est une structure qui est là pour vraiment apporter de la réponse. C'est comme les sapeurs-pompiers, ils sont là 24 heures sur 24. Et un numéro vert, pas encore. C'est en cours de pouvoir mettre en place un numéro vert. Tout ceci est actuellement en cours d'opérationnalisation. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, les arnaqueurs, ils ont beaucoup de stratégies, hein? Beaucoup de stratégies d'arnaque, des stratégies de vol. À votre niveau, est-ce qu'il y a... Vous développez aussi d'autres stratégies, en tout cas, pour venir à bout de tout ça? Oui. Vous savez... les actes de cybercriminalité sont des infractions pénales qui sont commises au moyen des moyens digitaux. L'Agence nationale de la cybersécurité n'est pas habilitée à recevoir des plaintes. Genre, nous ne pouvons pas agir comme des acteurs de la chaîne judiciaire. Nous ne sommes pas la police, nous ne sommes pas la gendarmerie. Voilà. Donc, ce que nous conseillons aux gens, c'est que lorsque vous êtes victime d'un acte de cybercriminalité, de porter plainte. Et cette plainte déclenche tout un processus d'investigation numérique que va piloter les acteurs de la chaîne judiciaire que sont la police, la gendarmerie ou même les magistrats. Et l'ANSSI et son bras opérationnel, les CDA, peuvent venir en appui technique au cours de ces investigations numériques.
Alors, malheureusement, je ne peux pas rentrer dans les détails pour révéler tous les métiers que nous faisons. Et nous avons déjà commencé à travailler avec la chaîne judiciaire pour des cas, et certains même ont très bien abouti. Et c'est aussi pareil pour la sextorsion? Tout à fait. Effectivement, vous savez, c'est ça qui est aujourd'hui en vogue, la sextorsion. C'est ces attaques qui consistent à faire chanter des victimes en menaçant de publier leurs photos intimes. C'est vrai que quand je suivais la dernière émission et vous parlez de ce sujet, les gens se demandaient mais pourquoi ces numéros qui sont connus, on n'arrive pas... Justement, je vais vous donner la précision. C'est un peu plus complexe que vous l'imaginez. Vous savez, un numéro de téléphone, donc ça fonctionne à partir d'une carte SIM. Les opérateurs de téléphonie mobile ont des obligations, ont des cahiers de charges vis-à-vis des clients. Les données, vos données d'utilisation de votre carte SIM, vos appels, vos SMS, à qui vous avez appelé, quel jour, à quelle heure, ce sont des données à caractère personnel. Pour qu'un opérateur économique puisse les mettre à la disposition, de les publier, il faut que ça se fasse dans un cadre légal. Voilà. Lorsque vous portez plainte parce que vous êtes victime d'une arnaque, vous allez donc dans une brigade de gendarmerie ou bien dans un commissariat de police, l'officier de police judiciaire fait une réquisition qu'il adresse au procureur de la République pour signer avant d'envoyer chez l'opérateur. Vous voyez que c'est toute une procédure qui doit être bien réglementée. Et quand ça arrive au niveau donc de l'opérateur, l'équipe de juristes vont statuer sur cette requête, voir si elle est recevable, etc. Et s'il y a les autorisations, les équipes techniques, c'est un travail technique. Il faut aller sur les équipements, retracer le parcours du téléphone, voir il a attaqué quelle antenne, etc. Et ressortir ce qu'on appelle les factures détaillées. Donc, il y a l'historique de fonctionnement de votre carte SIM. Le problème, c'est qu'on peut très bien désactiver ce numéro. Je pense que c'est ce que les gens souhaitent. On dit, ah, tel numéro a arnaqué, écoutez, désactivez-le. Le problème, c'est que les cyber-arnaqueurs, aujourd'hui, ils ont des astuces. Aujourd'hui, le Togo a adopté une loi qui limite le nombre de cartes SIM à 3 personnes par opérateur. Les cyber-arnaqueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en réseau, genre 5 personnes, 3 garçons et 2 filles. Vous imaginez, 5 personnes, ils ont chacun droit à 6 cartes SIM. Donc, ils ont un creuset de 30 cartes SIM. Et qu'est-ce qu'ils font? Madame X va s'enregistrer et donc avoir une carte SIM et va le remettre à Monsieur X. Et c'est Monsieur X qui utilise ce numéro pour arnaquer. Et lorsqu'on va faire les investigations, on arrive à un moment donné, on peut très bien retrouver Madame X à qui appartient la carte SIM, mais elle va pleurer et dire que peut-être qu'on lui a volé le téléphone, c'est pas... Bon, vous voyez? Et si on prend la décision de désactiver ce numéro, ils ont encore 29 numéros dans le panier, ils activent un autre numéro, et ainsi de suite. C'est pourquoi, c'est vrai, certaines enquêtes ont abouti. Et il y a aussi un point très important dans l'investigation numérique, c'est comment arriver à établir la preuve formelle que celui qui est propriétaire de la carte SIM est le véritable coupable, en vous donnant l'exemple que je viens de vous citer. Vous voyez? Et parce que, effectivement, étant membre du même réseau, celle qui est propriétaire de la carte SIM dit qu'on lui a volé son téléphone et que c'est la personne qui utilise. Souvent, les victimes arrivent à enregistrer. Il y a certaines victimes qui arrivent quand même à enregistrer des conversations. On peut quand même... Tout à fait. Ben oui, dans ce cas d'espèce, imaginez, c'est la conversation de l'homme, alors que la carte SIM appartient à une femme. Vous voyez? Comment vous établissez le lien de complicité entre le propriétaire de la carte SIM et le véritable coupable? Mais je vous assure, et c'est là que je voudrais profiter de votre plateau, nos équipes d'investigation numérique de la police et de la gendarmerie sont des véritables professionnels et malgré toutes ces difficultés techniques, ils arrivent à démanteler des réseaux de cybercriminels comme présents souvent à la télé. Hein, vous voyez, donc vraiment, je voudrais que le public leur fasse un bon. Voilà, donc c'est pour vous dire, on peut lutter contre la cybercriminalité à travers cette méthode de répression, mais nous disons que ce qui va permettre de lutter efficacement contre ce travail, c'est ce que M. Lucassi a dit, vigilance, vigilance, vigilance. Que tout le monde soit vraiment vigilant. C'est ça. Vous avez évoqué tout à l'heure le sommet sur la cybersécurité en Afrique qui s'est tenu ici à Lomé la semaine dernière. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les conclusions? Qu'est-ce qui a été retenu? Merci. En fait,
ce sommet a été voulu par les plus hautes autorités de notre pays pour hisser notre pays comme le leader de la cybersécurité en Afrique. C'est vraiment un domaine dans lequel nous voulons prendre le lead et impulser cette dynamique. Alors, le Togo l'a fait dans beaucoup de domaines. Vous savez, aujourd'hui, dans le domaine de la logistique, nous sommes très bien placés. Et en fait, c'est issu d'un constat. On a remarqué effectivement que beaucoup d'États traînent les pieds pour implémenter les mesures de cybersécurité. La Convention de Malabo, qui depuis 2014 n'est ratifiée que par 11 États, dont le Togo. Vous voyez? Et donc, on a dit, on va organiser ce sommet, on va réunir tous les chefs d'État et de gouvernement, des experts, pour que vraiment les gens prennent conscience des enjeux et qu'on commence sérieusement à travailler. J'ai comme l'impression qu'en Afrique, les gens pensent que les questions de cybersécurité, ça ne concerne que les pays occidentaux, alors que nous sommes entrés de plein pied. Aujourd'hui, la plupart des impôts à l'OTR se payent en ligne, les cotisations sociales à la CNSS se payent en ligne, énormément de sites de e-commerce, etc., etc. Nous sommes entrés dedans et il y a tous ces projets de digitalisation de l'administration qui vont s'implémenter dans les temps qui vont arriver. On n'a plus le choix. Nous allons avoir énormément de données, énormément de systèmes d'information. Il va falloir donc les protéger. Et donc les conclusions, je suis très heureux de vous annoncer que il y avait une déclaration qui devait être adoptée, qu'on appelle la déclaration de Lomé, qui a été adoptée par 29 pays. Et les conclusions de ce sommet sont contenues dans cette déclaration. Il y a 5 points. D'abord, ratifier la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, mettre en place des cadres légaux et réglementaires dans les pays, mettre en place des instruments opérationnels comme les ANSI, les CERT, développer la coopération interétatique et mettre en place des stratégies, de bonnes stratégies de cybersécurité. Maintenant, le souhait du Togo, c'est qu'on arrive à créer un organe qui va opérationnaliser tous ces sujets qui ont été, qui faisaient partie de cette déclaration, et que le Togo puisse habiter le siège de cette organisation et que ce soit le Togo qui propulse cette dynamique. Super. Vous avez quand même eu le sentiment que les objectifs ont été atteints? Ah oui, effectivement, tous les retombées que nous avons, le sommet a été suffisamment relayé dans les médias internationaux. Aujourd'hui, nous avons des sollicitations de tous les côtés pour qu'on vienne expliquer encore. Et au cours de ce sommet aussi, on a profité pour expliquer le modèle togolais de la cybersécurité, comme vous savez, qui est bâti sur un modèle de partenariat public-privé. Donc, je vous parlais du Cyberdéfense Africa. C'est une société d'État qui a été montée avec des partenaires polonais, dont l'État togolais détient 108%, et le partenaire qui est Asseco Data System détient 32%. Vraiment, les gens, on a bien expliqué ce modèle, les gens sont intéressés. Beaucoup de pays maintenant nous demandent de venir les aider à implémenter ce modèle. Donc, vous voyez, c'est le rayonnement du Togo qui s'en retrouve renforcé. Très bien. Merci beaucoup. C'est bon? Les perspectives de l'ANSSI. Parce que l'ANSSI vient d'être vraiment opérationnel. Voilà. Les perspectives, oui. Ben, écoutez, les perspectives de l'ANSSI, je dis, c'est vraiment de faire de l'ANSSI cette structure opérationnelle de cybersécurité qui amène les Togolais à adopter cette culture de cybersécurité. C'est un combat que nous devons mener ensemble. Vous voyez, ce n'est plus un débat d'experts. Il y a eu quelques années, vous savez, la cybersécurité, ça concernait les ingénieurs, les grands juristes, les économistes. Aujourd'hui, au niveau de l'ANSSI, nous voulons que cette question de cybersécurité intéresse aussi bien le top management des grandes entreprises, les gens comme la TVT, jusqu'à la petite revendeuse de Kouloukli ou d'Aïmolou à Lebasito, qui aujourd'hui a accès à Internet grâce à un téléphone. Vous voyez? Donc, que tout le monde puisse vraiment adopter les bonnes pratiques en cybersécurité pour se protéger et ainsi protéger l'ensemble du cyberespace togolais. Très bien. Et le deuxième, vraiment, le deuxième grand objectif que nous voulons, c'est, en assurant la cybersécurité de notre pays, attirer beaucoup d'investisseurs, parce qu'une fois qu'ils viennent, ils savent que leurs actifs informationnels sont protégés et ils peuvent travailler et produire en toute liberté. Très bien. Voilà. Et nous comptons sur l'accompagnement des médias que vous êtes, de relayer ce message de cybersécurité et des bonnes pratiques qu'il faut adopter pour éviter d'abord de tomber dans les pièges des cyberarnaqueurs, des cybercriminels, et de bien réagir en déclarant les incidents, donc en appelant le CERT. Ça, je m'adresse beaucoup aux entreprises et aussi aux individus, d'appeler le CERT lorsque vous faites face à une situation de cybercriminalité pour déclarer l'incident et à l'issue, aller porter plainte
pour qu'une enquête s'enclenche, pour que vraiment, effectivement, j'avais suivi, Gaël l'avait dit, les gens ne portent pas plainte. Vous savez, c'est dans notre culture, bon, un malheur t'arrive, tu supportes tout seul dans ton coin et on se met à prier. C'est bien gentil. En oubliant que la foi sans œuvre est une foi vaine. Ben voilà, effectivement. Vous voyez, donc nous encourageons. C'est des sujets assez délicats parce que de l'autre côté, les entreprises n'ont pas trop envie qu'on sache ce qui se passe. Surtout quand vous êtes une banque et vous avez été hacké, vous n'avez pas envie que personne sache. Vous gérez ça en douce dans votre entreprise parce que c'est une mauvaise publicité pour eux. Oui. Donc, vous voyez, donc c'est tout un combat, c'est un défi que l'ANSSI doit relever. Et il faut que les acteurs de la communication que vous êtes, vous nous aidiez vraiment à apporter ce message à l'ensemble de nos concitoyens. Merci beaucoup. À moins que vous ayez un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent. On arrive au terme de cet entretien. En guise de dernier mot, oui. Écoutez, c'est d'abord vous remercier pour cette tribune et dire à nos concitoyens que nous allons intensifier les activités, nous allons passer à l'intérieur du pays, les chefs traditionnels, les décideurs politiques, les opérateurs économiques, et que de ne pas hésiter à nous contacter. Aujourd'hui, l'ANSSI a déjà sa charte graphique, son logo, nous sommes au ministère de l'économie numérique. Le CERT.tg, il faut y aller régulièrement pour voir les dernières tendances qui sont publiées. On publie régulièrement des alertes, on publie régulièrement les dernières mesures de bonnes pratiques qu'il faut adopter pour éviter d'être hacké ou bien de subir des actes de cybercriminalité. CERT.tg. Voilà, merci beaucoup de faire apparaître vraiment le logo du CERT.tg, qui est un site formidable sur lequel nous publions énormément de données. Très bien. Merci beaucoup à vous, commandant Bota Gwaliba. Je rappelle, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Vous restez maintenant, on va bouger, on va chanter avec Ethan. Ça va être du lourd tout à l'heure. Ouais. Ethan. On bless some things. Il parle pas beaucoup. Bon, allez. Très bien. Merci. En tout cas, à vous tous, vous allez donc sur le show tout à l'heure. Merci aussi à nos très chers amis qui nous ont fait l'honneur d'être là, dans ce studio avec nous. HTIB Atlantis d'Abeti Copé, et voilà. Merci aussi à l'orchestre Los Amigos qui va accompagner Ethan tout à l'heure. Place donc au show. À vous, on peut s'applaudir. Merci à notre invité de ce soir, le commandant Bota Gwaliba, directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité. Merci à l'ensemble de l'équipe technique ici. Merci aussi à vous tous. Vous pouvez aussi aller regarder cette émission sur YouTube, Instagram et Facebook, Manon Group. Voilà. Voilà, à présent, on va suivre le show avec Ethan. Ah oui, toujours sous vos applaudissements. Ethan Blex. Ethan. Ah ouais, on va le faire ensemble, hein? Ok, bless some things. Let's go. Atito come caterpillar. Bless some things. Moi je dis qu'à pour ta forme au lolo. Ton sourire et ton charme, oh lolo. Moi je dis gars pour ta sape, oh lolo. Baby Choco design, oh. Quand je te vois, je veux chakana. Ta démarche fait le tokada. Je veux ton love, nobi akana. Akana, mani akana. Pretty, pretty girl, tu vas tuer. Quand tu danses, quand tu whine, oh. Pretty, pretty girl, tu vas tuer. Puis c'est beau, lolo, c'est beau. Quand je te vois, je veux chakana. Ta démarche fait le tukada. Je veux ton love, nobi akana. Akana, mani akana. Oh, plenty, plenty, choqueto. Maybe designer. Heavy, heavy, my love, oh. Heavy, banana. Yama, no, no, muni akana. Akana, muni akana. Ola, no, no, muni akana. No, no.
get for your back, oh. If I get, I go chop, oh. And if I start, I no go stop, oh. Now my touchy, oh, body, oh. Never knew how to gather. I will say, better, oh, I want your love, no be akana. Akana, money, akana. Kebeti, the young gogo, go am ti, the pereka. Ne wakaba, ya home, ne makoreka. Onto, yame, yama, sueno, zereka. But all I know, roll it, yo, roll it. My baby, roll it, shake it, yo, shake it, yeah. My baby, shake it, oh, plenty, shake go. Yo, heavy, my love. Hey, never no money. Hey, ola no money. C'était Akana pour vous, je vous fais plaisir. As-tu ton carré quand t'as pu là? Ton carré. Akana, I want your love, not be Akana. Akana, money Akana. Bless some things now. Catapula. Situation pas compliquée, faut pas t'inquiéter, la Kabila va tout dégager. Il y a Goviame, mais des peuples moun a Goviame, ou soit les blés ou les sosoame, et bien quoi le coin de comame, et bon, kaka ebe nous vit à la ronde d'Aïma. Et bon, kaka ebe nous vit à la ronde d'Aïma. Aïko, la Kabila va tout dégager.
Et avec vous dans cette émission, on va parler cybersécurité au Togo. D'accord. Bien. Hey, conseillez-vous, il y a quoi? À quel niveau?